Nicolas Bay, l'invité de France Info ce matin, vice-président du Front National, député européen. Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Le 1er mai est aussi le jour du Front National. Les syndicats défilent. Le Front National depuis 1988 et 79 et sous la forme actuelle 1989 défile à Paris devant la statue de Jeanne d'Arc. C'est Jean-Marie Le Pen qui a inauguré ce rite-là qui rassemblait beaucoup de militants du Front National. Et puis cette année, Marine Le Pen est à Cannes. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons cet après-midi un grand événement européen avec l'ensemble de nos alliés européens, une fête des nations qui marque notre volonté de défendre une Europe des nations, des coopérations, des protections. Alors Marine Le Pen est à Cannes ce matin pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Donc cet hommage à Jeanne d'Arc est bien présent pour ce 1er mai du Front National. Et ce matin, d'ailleurs, à Paris, également devant une autre statue de Jeanne d'Arc, une délégation du Front National sera présente. Donc Jeanne d'Arc n'est pas oubliée du 1er mai. Non, je vais vous poser la question, parce qu'en fait, c'est pas très important. Marine Le Pen et le Front National vont où ils veulent. Mais beaucoup de gens disent, vous savez, cette année, il n'y a pas de défilé national à Paris, parce qu'il n'y a plus beaucoup de militants au Front National. Alors, pour planquer ça, on partage. Marine Le Pen est à Cannes, et puis il y en a quelques-uns à Paris, mais enfin, ça n'a plus aucune importance. Non, c'est pas vrai. C'est les mauvaises langues qui disent ça, hein. Le Front National a eu l'occasion de montrer encore récemment qu'il était capable de remplir des salles, de mobiliser beaucoup de monde. À la présidentielle, il y a un an, 11 millions de voix. Mais lors de notre congrès à Lille, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ce n'est pas exact. Aujourd'hui, nos fédérations se portent bien, notre organisation est solide. Et je crois que le socle électoral du Front National est sans doute le plus solide de tous les partis politiques, et on l'a vu dans un récent sondage d'ailleurs. Tout va bien. Si ça n'allait pas, vous nous le diriez. Donc si vous nous dites l'inverse, c'est que tout va bien. Nice, Marine Le Pen va retrouver des leaders de l'extrême droite européenne, on peut le dire comme ça. Non, c'est pas l'extrême droite, ce sont des patriotes, des nationaux, ceux qui pensent qu'une autre Europe est possible et qui veulent en finir avec une Union européenne qui est antidémocratique dans son fonctionnement et dont les orientations politiques sont désastreuses. Aucune protection de nos économies avec des traités de libre-échange, des travailleurs détachés, aucune protection de nos frontières avec l'immigration massive totalement anarchique. C'est contre cela que nous combattons, mais nous combattons pas seulement l'Union européenne, nous défendons une autre vision de l'Europe parce qu'il y a évidemment des défis communs que les nations devront relever demain, qui sont absolument fondamentaux et qui nécessitent des coopérations entre les peuples. Bon, ça sent les élections européennes. Hein. Bien sûr, je crois qu'on est à un an de l'élection européenne, donc c'est normal évidemment de se placer d'ores et déjà dans cette perspective. Nous travaillons au quotidien au Parlement européen avec nos alliés, à la fois ceux qui sont déjà dans notre groupe, qui ont déjà des députés européens, mais également avec un certain nombre qui seront présents à Nice aujourd'hui. Je pense aux Bulgares de Volia, je pense aux Tchèques du SPD qui entreront l'année prochaine au Parlement européen et avec lesquels nous travaillons d'ores et déjà. Vous êtes prêts, vous, pour les élections européennes? Oui, nous travaillons, c'est normal. Oui, moi je suis dans ma fonction de coprésident de notre groupe au Parlement européen. On travaille sur le projet et on travaille sur le rassemblement. Le rassemblement à la fois en France, fédérer autour de nous tous ceux qui croient dans la nation, et aussi à l'échelle européenne, parce qu'aujourd'hui, on voit partout en Europe, on l'a vu récemment en Autriche, en Italie, mais c'est vrai également en Hongrie, en Pologne, partout les peuples se lèvent, partout cette volonté s'exprime d'une autre Europe. Partout les peuples se lèvent, on dit ça à chaque élection, oui. Nationalité électorale. Oui. Vous avez 40 ans, vous avez une grosse expérience de ces affaires européennes, vous êtes la tête de liste idéale, évidemment, pour les élections européennes. Moi, je ne crois pas qu'il faille raisonner en termes de tête de liste à un an de l'échéance. D'ailleurs, bien sûr que vous en parlez. Jean-Michel Apathy, vous conviendrez avec moi que pas un Même seul... le 1er mois, on fait un peu de langue de bois comme ça. Le 1er mai, on fait non, pas un seul parti parti politique aujourd'hui n'a désigné sa tête de liste. C'est une question qui se posera le moment venu. Est-ce que vous êtes candidat, vous ? Est-ce que vous avez envie d'être tête de liste ? Honnêtement, moi, je suis aujourd'hui occupé à ma mission. Ma mission, c'est de travailler sur le fond, sur le projet qu'on va défendre, sur la stratégie. C'est-à-dire le rassemblement, viendra ensuite, c'est vrai, la question des candidatures, du dispositif, sans doute à partir de la rentrée de septembre. Mais vous savez, la campagne européenne... C'est pas loin, la rentrée de septembre. Mais la campagne européenne, elle aura lieu principalement au cours du premier semestre 2019. Donc il ne faut pas précipiter les choses. Et surtout, il ne faut pas se focaliser sur les questions de personnes. L'objectif, c'est de défendre les Français, de porter un projet non pas anti-européen, mais alter-européen. C'est ce à quoi nous travaillons avec nos alliés. Et le grand rendez-vous de cet après-midi à Nice en sera une première démonstration. Ce serait naturel que vous soyez tête de liste. Des gens disent, parce qu'ils n'ont pas, au Front National, parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit vous, disent il faut peut-être trouver une personnalité extérieure au Front National. Ça vous choquerait si c'était une personnalité extérieure au Front National rien ne me choque qui dirigeait la liste? Non, on doit avoir une stratégie de rassemblement. Pourquoi pas pousser la logique du rassemblement jusqu'à avoir une tête de liste
entreprise qui viendrait de Vous pourriez l'extérieur. faire ce sacrifice. Non, mais c'est pas la question. Encore une fois, réfléchissons à la manière la plus performante de rassembler les Français sur notre projet. Est-ce qu'on veut continuer dans la logique de l'Union européenne, l'Europe punitive, la Commission européenne sans légitimité qui décide de tout, des traités de libre-échange qui tuent notre industrie, qui tuent notre agriculture, les travailleurs détachés qui organisent la concurrence déloyale intra-européenne, ou est-ce qu'on défend une Europe, pardon ? Rien que ça, qui tue notre industrie, qui tue notre agriculture. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait des centaines de milliers d'emplois industriels qui avaient disparu en France ces dernières années? C'est pas vrai dans tous les pays européens. Hein. Non, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est la faute de l'Europe. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a certains pays, certains pays, notamment à l'Est, qui ont pu économiquement être bénéficiaires. L'Italie qui a un tissu industriel maintenu. Non, l'Italie est en très grande difficulté. Et s'agissant de l'Allemagne, vous le savez mieux que personne. Aujourd'hui, l'Allemagne, l'Union européenne a été construite à sa main. L'Union européenne a été organisée pour tenir compte des intérêts de l'Allemagne, s'agissant notamment du dispositif monétaire. Et donc, évidemment, elle en est bénéficiaire. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que la France et les Français ne soient pas en permanence victimes de politiques qu'ils n'ont pas choisies. Et pendant ce temps, Marion Maréchal Le Pen prépare l'inauguration de son Académie de sciences politiques de droite à Lyon. Inauguration fin juin, vous y serez ? Nicolas B ? Non, je crois qu'elle a un projet. Je ne sais pas comment elle va organiser cette inauguration. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait d'invités politiques. Inauguration au moins en licence. Moi, je trouve ça très bien. Il n'y aura pas d'invités politiques. C'est une académie de sciences politiques pour former les cadres de la droite. Je vois avec beaucoup de bienveillance, évidemment, cette initiative de Marion Maréchal Le Pen, mais c'est une initiative professionnelle qui n'entre pas dans le champ un peu politique. Partisan. Oui, il y a une dimension... Elle est dans le débat des idées, mais elle n'est pas dans le champ politique au sens électoral ou au sens partisan. Et si elle m'invitait, je viendrais volontiers, mais à ma connaissance, elle n'invite pas des responsables politiques à cette inauguration. En revanche, je lui souhaite un plein succès dans ce projet. Ça agace Marine Le Pen, vous croyez? Non, pas du tout. Encore une fois, je crois que c'est très complémentaire. Nous, on mène le combat dans la bataille électorale, dans l'arène. Mais c'est utile, en effet, que certains ou certaines s'attachent à la formation des cadres, à la formation d'une nouvelle génération politique. Et cette formation de philosophie politique, elle est évidemment très utile, très précieuse. Nicolas Bay, vous restez avec nous, il est 8h40, l'essentiel de l'info de Edwige Coupez. Le paradoxe de ce 1er mai 2018, des conflits sociaux multiples de la SNCF à Air France aux étudiants en passant par les EHPAD, des appels répétés à la convergence des luttes, mais pas d'unité syndicale. 240 défilés organisés par la CGT partout en France, pas de manifestation pour le nouveau leader de FO, mais une conférence de presse pour détailler ses grandes orientations. Pascal Pavageau qui assure sur France Info ne pas vouloir durcir le ton. Défendre l'identité et la souveraineté des nations, ça c'est l'ordre du jour de Marine Le Pen qui rassemble cet après-midi à Nice ses alliés populistes européens, de la Lega italienne aux Autrichiens du FPE. Avant cela, c'est à Cannes qu'elle rendra hommage ce matin à Jeanne d'Arc, loin du rassemblement traditionnel de son père, de Place des Pyramides à Paris. L'appui de l'allié israélien dans l'offensive américaine contre l'accord sur le nucléaire iranien, alors que Trump menace de dénoncer le texte d'ici le 12 mai. L'État hébreu affirme avoir des preuves d'un programme nucléaire iranien secret, des milliers de documents jugés authentiques par la diplomatie américaine. Et puis un mouvement de foule hier soir à Nice, dans une rue piétonne du centre-ville, des terrasses de restaurants renversées, 9 personnes légèrement blessées. À l'origine de cette bousculade, une détonation, un individu qui a tiré en l'air avec un pistolet d'alarme. Il a été interpellé. France Info. Nicolas Bay, vice-président du Front National, député européen et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Angélique, 13 ans, a été assassinée dans le Nord par un récidiviste sexuel dont le procureur de Lille traçait hier le parcours judiciaire. Il a été condamné le 26 mars 1996 par la Cour d'assises du Nord pour plusieurs faits. Il y avait un viol avec arme sur mineur de 15 ans, mineur de moins de 15 ans, la jeune victime avait 12 ans à l'époque, et 2 agressions sexuelles commises sur des femmes d'une quarantaine d'années, ainsi qu'un vol avec violence. Quelles mesures prendre pour éviter des récidives de cette nature? Et la politique n'a pas forcément toujours de réponse à ce Je crois problème. qu'il faudrait faire preuve d'une très grande fermeté. Il faut faire en sorte que le dispositif judiciaire mette hors d'état de nuire réellement ces prédateurs sexuels, ces assassins. Et comment on fait?
C'est en les plaçant derrière les barreaux. Et il a passé de plusieurs manière années en définitive. prison. Oui, plusieurs années. On ne peut pas enfermer quelqu'un à vie Si, bien sûr que si, oui, on peut, bien sûr. Il y a une échelle des peines, vous savez, hélas, je crois qu'il y a on est confronté à beaucoup de dans la difficultés sanction dans ces cas-là. judiciaire, il y a deux aspects. Il y a la sanction elle-même et puis il y a la protection de la société. On voit bien aujourd'hui que très souvent, la justice fait preuve de laxisme, focalise davantage son attention, l'institution judiciaire focalise souvent son attention sur le criminel plus que sur les victimes. En tout cas, là, ça n'a pas été le cas. Il a été enfermé oui, plusieurs d'accord, années. mais il a fait une dizaine d'années de prison, il est ressorti. Il a été condamné à 9 ans, a fait sans doute un petit peu moins. Et donc c'est très insuffisant. Il devrait évidemment, pour des faits d'une telle gravité, il faut évidemment rétablir la perpétuité réelle, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne puisse plus commettre de nouvelles atrocités. Enfin, je veux dire, on ne peut pas condamner tout le monde à perpétuité. Non, pas tout le monde, non. Des violeurs, des assassins, des personnes de ce profil-là devraient être définitivement mis hors d'état de nuire. L'individualisation de la peine, c'est une donnée, un principe important de la justice. Oui, bien sûr. L'individualisation de la peine. On regarde qui on condamne. Bien sûr, mais on sait aussi que on ne peut pas condamner automatiquement tout le monde. Non, mais il ne s'agit pas de condamner automatiquement. Il s'agit simplement de faire en sorte que ceux qui menacent la société, ceux qui portent atteinte à la vie d'autrui, eh bien, ne soient pas, ne bénéficient pas d'une telle mansuétude. Parce qu'aujourd'hui, non seulement ils sortent de prison très rapidement, mais de surcroît, ils n'ont pas un vrai contrôle judiciaire. On l'a vu, cette personne devait simplement, une fois par an, signaler où est-ce qu'elle résidait. C'est évidemment très insuffisant. Donc c'est ce laxisme à tous les étages, en quelque sorte, qui crée de nouveaux drames et de nouveaux assassinats. Vous disiez à l'instant, vous évoquiez la perpétuité. Il faut rappeler que cet homme n'avait pas tué. Non. Précédemment, il avait commis des actes de viol, ce qui est évidemment gravissime. Donc ça veut dire que vous envisageriez la perpétuité pour les violeurs ? Pour des viols sur mineurs avec armes, avec des menaces de mort. C'est encore une fois des faits d'une extrême gravité. Bien sûr. Le fait que mais ça nécessite de changer la loi, comme le disait Jean-Michel. Oui, il y a une échelle de. Mais aujourd'hui, le code pénal, il n'est pas appliqué. La vérité, c'est ça, c'est qu'en permanence. Si, il est appliqué. Non, les peines. On peut pas dire que le code pénal n'est pas appliqué. Non, c'est pas vrai. Les peines maximales prévues par le code pénal ne sont jamais réellement appliquées. Elles sont toujours revues à la baisse, à la fois au moment du jugement et ensuite dans l'application de la peine. Celui qui devrait avoir 20 ans de prison ferme selon le code pénal, en général, il est condamné à 10 ans, 12 ans, 14 ans, et ensuite il sort au bout de 6 ans ou de 7 ans. C'est ça la réalité aujourd'hui du système judiciaire. Donc c'est une défaillance majeure. Il faut avant tout protéger la société, s'en donner les moyens, et donc rétablir la perpétuité réelle pour tous ceux qui commettent des atrocités. Des militants de Génération Identitaire, certains peut-être, vous en connaissez peut-être certains, se trouvent au sommet du col de l'Échelle. Ils s'y trouvent, on ne sait plus trop, dans les Hautes-Alpes. La préfète des Hautes-Alpes leur dénie tout droit d'intervenir dans cette gestion des migrants, puisque ces militants de Génération Identitaire veulent empêcher des migrants de franchir la frontière italienne. On écoute la préfète des Hautes-Alpes. Ce que je ne cautionne absolument pas, c'est leurs propos, parce que ces gens-là prétendent tenir la frontière, prétendent apporter leur concours aux forces de l'État dans le contrôle aux frontières. C'est absolument faux. Ils ne contrôlent rien du tout. Ils ne sont pas habilités à le faire. Seuls les services de l'État, les services de la police, de la gendarmerie, de la police aux frontières, les douanes, sont habilités à contrôler la frontière. Vous êtes de quel côté, Nicolas Bay? Du côté de Génération Identitaire? Moi, je suis du côté de la protection des frontières. Du côté de l'État? Non, mais il faut je vais poser la question. Encore faut-il que l'État. Ce que font les militants de Génération Identitaire, vous le soutenez ou pas? Moi, je considère qu'ils ont mené une action symbolique qui est utile, parce que ça participe à une prise de conscience très importante des Français sur cette question. Donc vous les soutenez? Le fait qu'il y ait des jeunes qui aujourd'hui soulèvent le problème, et à l'évidence, il y avait un problème puisque Gérard Collomb lui-même a été obligé de dépêcher en urgence des effectifs de forces de l'ordre supplémentaires pour protéger justement cette frontière. Eh bien, ça montre bien qu'ils avaient raison de porter le débat là-dessus. Moi, quand je vois la préfète qui nous explique qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir, mais qu'elle fasse son travail. Elle est préfète, qu'elle organise... Ils font leur travail. Il y a des policiers et des gendarmes. Souvent, il n'y a pas la volonté politique. Sur les lieux. Et il n'y a souvent pas les moyens nécessaires. Et ça, évidemment, les forces de police, de gendarmerie ou de douane n'y peuvent rien. Et ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Mais à l'évidence, la question des frontières est une question centrale qui mérite d'être posée. L'un des organisateurs est proche du Front National, Damien Rieu.
Oui, il peut y avoir quelques personnes qui soient proches du Front National, c'est pas la question. C'est un groupe qui est totalement distinct, qui n'a rien à voir avec le Front National. Mais rien à voir avec le Front National. Non, le groupe, les identitaires n'ont rien à voir avec le Front National. Daniel Rieu travaille à la mairie de Beaucaire, dirige Julien Sanchez, le porte-parole du Front National. Collectivement, Génération Identitaire n'a rien à voir avec le Front National. Maintenant, ils ont mené une action parfaitement pacifique, dont on voit bien qu'elle est essentiellement symbolique. Et je rappellerai quand même... Ça a beaucoup choqué aussi. Je ne vois pas en quoi c'est choquant de soulever le problème des frontières qui ne sont pas contrôlées. Aujourd'hui, on a des clandestins qui, tous les jours, franchissent nos frontières, qui ensuite restent parce que tôt ou tard, ils sont régularisés, tôt ou tard, d'ailleurs, ils seront naturalisés. Jamais ils auront besoin de faire le moindre effort d'assimilation. Et avant même de bénéficier de ces statuts administratifs, ils auront déjà toutes sortes d'avantages et d'aides sociales. Donc ça pose un très grave problème. Ils ont raison de le souligner. C'était parfaitement pacifique. Et je rappelle quand même que le Code de procédure pénale prévoit que n'importe quel citoyen qui assiste à la commission d'un délit, eh bien, est en droit d'intervenir et de remettre la personne qui a commis ce délit aux forces de police. Là, ils y assistent parce que vraiment, ils s'en donnent les moyens. On a vu les tenues assez chic de tous ces jeunes gens, l'utilisation d'un hélicoptère, je sais pas, qui finance tout ça je sais pas. Le Front National participe au financement? Non, pas du tout. Il faut leur poser la question comment ils sont organisés. Mais c'est quand même spectaculaire. C'est payer un hélicoptère quand on mène une action, dis donc, militante. Attachons-nous. Ils doivent avoir des soutiens, des aides, des dons. Ils doivent avoir des sous, tout simplement. Oui, des soutiens en tout cas. Je crois qu'aujourd'hui, des jeunes gens qui prennent conscience de la gravité du problème migratoire, du chaos migratoire dans lequel se trouve la France, eh bien, je pense que ça génère pas mal de soutien, en effet. Ah, c'est vrai? Oui, je crois. Le Front National les soutient financièrement? Non, le Front National ne les tient absolument pas financièrement, mais le Front National fait simplement le constat qu'il soulève un problème que nous avons toujours dénoncé, c'est-à-dire que le problème migratoire, et la loi Asile-Immigration ne règle évidemment rien de ce problème, est avant tout lié au fait que, il y a des incitations, il y a des pompes aspirantes de l'immigration qui perdurent en France, et que deux, il n'y a aucune volonté ni de protéger les frontières extérieures de l'Europe, qui sont des passoires, ni de protéger nos frontières nationales, puisque Schengen les a supprimées. Ça, c'est le fond du sujet. Sur la forme, est-ce que c'est le rôle de citoyen, militant ou pas, de mener ce genre d'action? Est-ce que d'ailleurs vous encouragez ce genre d'action? Excusez-moi, mais c'est pas des sous-citoyens, ils ont quand même le droit personne dit que ce sont des sous-citoyens. De faire entendre leur voix. Est-ce que l'autorité ne doit pas appartenir à l'État? Ce qu'on a vu sur cette frontière dans les Alpes, c'est des militants parfaitement pacifiques qui posaient le problème des frontières, et puis vous aviez en face, en revanche, l'extrême gauche en lien constant, étroit avec les mafias de passeurs qui organisent cette immigration clandestine. L'extrême gauche organise avec les passeurs? Oui, bien sûr. Totalement complice. Les associations immigrationnistes, non mais on les a vus, ils ont été violents envers les forces de gendarmerie et de police sur place. Je pense que vous avez vu les images. Et ce qu'on a vu dans les Alpes, c'est ce qu'on voit aussi en Méditerranée tous les jours. Les ONG organisent l'arrivée de clandestins sur les côtes italiennes qui ensuite peuvent circuler librement en Europe, alors que... Les ONG viennent au secours de gens qui vont se noyer, sinon. C'est pas seulement... Ils organisent pas. Ça n'est pas exact. C'est abusif de dire qu'ils organisent. Ça n'est pas exact, Jean-Michel Apathy. En les gens réalité, vont se noyer, ils viennent porter secours. On appelle ça l'humanité. Non. Les gestes humanitaires. Soyons précis. Ils viennent porter secours, mais ensuite, ils les emmènent ensuite directement sur les côtes italiennes. Ils les aident dans les démarches administratives pour s'installer, rester sur le continent européen. Vous restez avec nous, Nicolas Bay, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Plusieurs centaines de personnes attendues en début d'après-midi à Vambrechy, dans le Nord, pour une marche blanche. Dernier hommage à Angélique, cette adolescente de 13 ans, tuée et violée. Le suspect, un père de famille de 45 ans, mis en examen hier soir. Il avait déjà été condamné pour viol sur mineur en 1996. La crainte de débordement dans les manifestations du 1er mai. La préfecture de Paris alerte sur la présence possible de groupes extrémistes. Il y a des militants qui appellent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux à s'en prendre aux forces de l'ordre et aux symboles du capitalisme, banque, assurance, commissariat. Un filtrage mis en place avant le départ de la manifestation, place de la Bastille. Un mois de plus pour négocier avec l'Union européenne. Donald Trump reporte finalement sa décision sur les droits de douane sur l'acier et l'aluminium au 1er juin. L'Allemagne réclame une exemption durable et Bruxelles, de son côté, déplore cette décision américaine qui prolonge l'incertitude du marché. Le Real Madrid a un match d'une troisième finale consécutive de Ligue des Champions. Pour cela, les joueurs de Zinedine Zidane vont devoir battre les Allemands du Bayern Munich et ils sont doublement avantagés puisqu'ils ont gagné à l'aller et qu'ils jouent ce soir chez eux à domicile. C'est à 20h45.
France Info. Nicolas Bay, vice-président du Front National, député européen et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Donald Trump déteste l'accord de non-prolifération nucléaire signé avec l'Iran. Il le disait l'autre jour en recevant Emmanuel Macron en visite officielle à Washington. Emmanuel Macron qui lui soutient cet accord. On écoute Donald Trump. L'accord iranien est un désastre. Ils testent des missiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez leurs missiles balistiques qu'ils testent. C'est quoi ce genre d'accord qui donne le droit de tester des missiles partout? Vous êtes plutôt Trump ou plutôt Macron dans ce débat, Nicolas Bay? Moi, je crois qu'il faut avoir une position équilibrée sur ces questions-là. Moi, je pense que les positions très va-t-en-guerre des États-Unis dans cette région du monde, aujourd'hui, non seulement ne règlent pas le problème des conflits, mais créent la guerre et créent le chaos. Et donc, je pense donc vous êtes pour le maintien de l'accord avec l'Iran? Oui, je pense qu'il faut... Donc vous êtes plutôt d'accord avec Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut que le dialogue... On peut le dire comme ça? Non, il faut... C'est difficile à dire. Non, il ne s'agit pas de soutenir l'Iran, ce n'est pas la question. Mais ce n'est pas ma question. Il s'agit simplement d'avoir une position... Il faut maintenir l'accord. Oui. Vous pensez comme Emmanuel Macron? Je pense en effet qu'il faut maintenir l'accord, c'est-à-dire avoir une position d'abord diplomatique, ne pas aggraver une situation. Et d'ailleurs, il faut bien dire que ce qu'a fait Emmanuel Macron en allant docilement derrière les États-Unis frapper la Syrie il y a quelques jours, et tout ça participe d'une volonté finalement d'aggraver. C'est une frappe maîtrisée et qui n'a pas changé grand-chose. Oui, mais justement, alors quelle est l'utilité d'une frappe comme celle-là? Elle était maîtrisée. Oui, non, soyons précis, elle n'avait aucun intérêt elle a permis, militaire. D'après aucun intérêt militaire. Permis d'anéantir une partie de l'arsenal. Ça, c'est ce qu'on dit, sans aucun élément de preuve. Et ne rien faire. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit d'après l'armée. Voilà. Et ne rien faire, c'est faire bon marché de l'utilisation de l'arme chimique par Bachar el-Assad. D'abord, on n'avait aucun élément de preuve sur l'usage de l'arme chimique par le régime de Damas. Deuxièmement, aucun intérêt militaire de ces frappes. Et enfin, tout ce qu'on fait là-bas contre le régime syrien, aussi critiquable que soit ce régime, eh bien, ça renforce les islamistes, les factions islamistes, notamment celles soutenues par les Saoudiens, qui sont aussi barbares que Daesh. Donc je crois qu'il faut... Et les bons connaisseurs de la région disent que l'Iran, aujourd'hui, est en train d'avancer ses pions partout, en Syrie, en Irak, au Liban et au Yémen. Donc, si vous voulez... Justement, est-ce que... Certains disaient que ce Proche-Orient-là était complexe, il l'est évidemment. C'est évidemment une situation complexe, et justement, ça nécessite autre chose que des réponses simplistes. Et le fait d'avoir soutenu tous les rebelles, toutes les factions islamistes, prétendument rebelles, prétendument démocratiques, contre Damas, eh bien, ça a abouti à permettre justement que des puissances étrangères tirent profit de la situation. Donc Donald Trump est va-t-en-guerre. Marine Le Pen disait au moment de l'élection américaine, choisir Hillary Clinton, c'est choisir la guerre. C'était donc une erreur d'analyse. Non, Donald Trump, pendant toute sa campagne présidentielle, il faut s'en souvenir, avait une position assez modérée, voulant justement... Pas sur l'accord iranien, par exemple. Voulant justement rompre avec cette logique va-t-en-guerre qui a caractérisé les administrations américaines précédentes. Moi, je regrette en effet qu'il s'inscrive finalement dans la même logique que ses prédécesseurs. Nous avons, pour être tout à fait précis, à l'époque, soutenu Donald Trump, principalement sur des questions de politique intérieure. Il a fait sa campagne sur la maîtrise de l'immigration, sur la nécessité de protéger l'économie. Ça correspondait aux aspirations du peuple américain, c'est pour ça qu'il a été élu. Et c'est sur ces sujets-là où nous avons pu souligner des convergences de vues avec lui. Vous avez lu quand même les études qui montraient que quand George Bush a pris des mesures de protection de l'économie américaine, au bout du compte, elles ont détruit des emplois plutôt qu'elles n'en ont protégé. Écoutez, vous avez vu ce que Donald Trump a fait il y a quelques mois seulement, ça a été efficace. L'économie américaine... Non, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Oui, et la taxation de l'acier et de l'aluminium peut avoir des effets pervers sur le marché américain. Mais en tout cas, vous savez, aujourd'hui, toutes les études du monde économiques le montrent. Tous les pays du monde protègent leur économie. Non. Et bien sûr que si, ils protègent leur économie en fonction de leurs intérêts. C'est pas un protectionnisme aveugle, c'est un protectionnisme intelligent. Pays par pays, produit par produit, en fonction de leur situation et de leurs intérêts. C'est ce qu'on devrait faire, parce que sinon, on va continuer à avoir nos emplois agricoles, nos emplois industriels qui vont disparaître, avec les traités de libre-échange, d'une part, et avec la concurrence sauvage à l'intérieur, avec les travails détachés, et d'ailleurs Emmanuel Macron n'a absolument rien obtenu là-dessus, eh bien, on va continuer à voir l'économie française être affaiblie. Le 1er mai est aussi la journée des syndicats. Ils défilent aujourd'hui contre la réforme de la SNCF. Vous souhaitez la victoire des syndicats, Nicolas Bay? Moi, je souhaite la victoire du service
service public, la défense des usagers. C'est dur de répondre aux questions. Non, mais est-ce que vous c'est souhaitez pas la ça, victoire c'est des syndicats? Il n'y a pas un choix entre Emmanuel Macron et les syndicats. Si. Non, ça n'est pas exact. Ah ben, non. L'un des deux va gagner. Non, il y a Je vous assure que l'un des deux va gagner. Non, mais je vous pense, souhaitez la victoire de qui? qu'Emmanuel Des Macron syndicats? va passer en force. Est-ce que vous souhaitez la victoire des syndicats? Non, je ne souhaite pas la victoire des syndicats parce que je considère que les syndicats, qui sont des organisations de gauche ou d'extrême gauche pour l'essentiel dans notre pays, défendent les intérêts des syndicats. Donc vous souhaitez la victoire d'Emmanuel Macron? Non, ce n'est pas exact. Nous défendons l'idée d'un vrai service public du rail. D'une autre Emmanuel réforme Macron veut, évidemment, dans la logique de l'Union européenne, ouvrir la voie à la privatisation du rail. Et c'est évidemment une dérive que nous condamnons totalement. Il faut maintenir un vrai service du rail, faire en sorte que les territoires, l'ensemble des territoires de la République ne soient pas oubliés. Mais les syndicats, la CGT en particulier, défendent les intérêts de la CGT, pas les intérêts des salariés et encore moins des usagers. Bien, l'interview politique n'est jamais fériée. Non, c'est toujours un peu musclé. Merci beaucoup, Nicolas Bay, d'avoir été notre invité ce matin, en ce 1er mai donc 2018. Très bonne journée à vous.